Vous savez, il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. J'ai eu une discussion hier avec un ami qui travaille au ministère de la Justice au Cameroun, dont le chef est notamment Jean de Dieu Momo. Et il me disait qu'ils ont des dossiers là-bas chez eux qui amènent à croire que, qui amènent à comprendre que les frères anglophones du Nozo sont ceux-là qui tueraient leurs frères. Et j'ai vu beaucoup de documents qui ont été rédigés au ministère de la Justice au Cameroun, qui amènent des Camerounais ou bien des personnes de la diaspora que nous appelons les Sardinats à croire que vraiment ceux qui tuent nos populations, ceux qui détruisent le Cameroun, ceux qui divisent le Cameroun en réalité, ce ne sont pas les gars du RDPC, ce sont nous qui sommes engagés dans ce combat. Et la discussion était tellement importante. Pourquoi? Parce que le monsieur ne joue pas n'importe quel rôle au sein de ce ministère. Et je commence donc à comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, notre combat de sensibilisation n'a pas fonctionné comme on avait prévu. Donc la plupart des Sardinats que vous voyez aujourd'hui, la plupart des individus qui sont calés derrière le modèle selon lequel Paul Biya, Ayo, parce qu'à la fois c'est un argument pour eux, à la fois c'est un argument, c'est une hypothèse, c'est une thèse, c'est une synthèse. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. J'ai compris que le réel problème était au sein de, comment dire, notre mentalité. Pas la mentalité camerounaise sur laquelle on parle tous les jours. Pas la mentalité camerounaise qui est caractérisée par le profit, par l'égoïsme, par l'abus d'autorité, non. Pas la mentalité camerounaise sur un autre plan. Et c'est sur ce plan-là que je veux que nous discutions aujourd'hui. Il faut qu'on prenne le contrôle de notre camerounité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo aujourd'hui, prenons le contrôle. Donc on doit reprendre le contrôle de nous-mêmes. Alors, je commence directement. Vous savez, il y a des petits exercices parfois qu'il faut faire au jour le jour. Il y a des petits exercices comme par exemple, quand vous êtes chez vous à la maison, c'est un peu de la motivation. Hein, pour ceux qui sont en train de m'écouter, vous allez vous rendre, c'est un peu de la motivation. Donc, quand vous êtes chez vous, prenez la liberté un jour ou l'autre de vous mettre en face de votre miroir. Merci encore, merci Pierre Yocham. Ce que je dis, c'est que ça va être un peu de la motivation, surtout pour mes jeunes frères, pour mes amis de même âge. Il faut faire cet exercice. Je vous le propose vraiment avec la plus simple des amitiés possibles. Restez un jour face à votre miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-vous quelque chose dans votre cœur. Prenez l'exemple que vous voulez. Prenons un exemple actuellement. Disons par exemple, je veux que le Cameroun soit un pays meilleur. Vous ne le dites pas de façon que je l'ai dit là, vous le dites dans votre cœur, à l'intérieur de vous-même. Comme une pensée, je veux que le Cameroun soit meilleur. Vous le dites, et quand vous finissez de le dire, donnons 3 secondes à tout le monde de le dire. Je veux que le Cameroun soit meilleur. Vous le dites en vous-même, dans votre intérieur propre. Maintenant, quand vous avez dit cela, vous vous rendez compte que, bonjour à tous, quand vous dites cela, vous vous rendez compte que personne autour de vous ne vous écoute. Personne n'a compris ce que vous avez dit. Personne, même dans votre entourage le plus proche, n'a compris ce que vous venez de dire. Mais pourtant, vous savez pertinemment que vous venez de dire dans votre être profond que je veux que le Cameroun soit meilleur. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que ça semble être un exemple anodin, mais c'est la façon la plus simple pour que vous compreniez réellement quelle est la motivation qui est la mienne, qui est la nôtre. Alors une fois que vous dites quelque chose de pareil, je veux que le Cameroun soit meilleur dans vous, sans utiliser vos lèvres, vous vous rendez compte que votre lèvre n'a pas bougé, votre langue n'a pas bougé, aucune partie de votre corps n'a bougé, mais personne autour de vous n'a compris ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de dire, ce n'est pas votre corps physique qui l'a dit, c'est votre intérieur, c'est vous-même, le vrai vous qui vient de le dire. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des acteurs, des messieurs qui sont experts dans l'art de la motivation, qui expliquent que la mort, la peur, le courage, la volonté, le succès, tout ça sont des points de vue. Ce sont des états d'âme. Et une fois que vous avez dit ce que je viens de vous dire, vous vous rendez compte que ni rien ni personne ne peut changer ce que vous avez dit parce que c'est écrit en vous. Et c'est la même motivation qui est la nôtre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui prononce la phrase que vous avez prononcée là, ce n'est pas ce que les gens vous ont dit de dire. C'est ce qui est en vous. Et vous pouvez mentir à tout le monde, sauf à la voix qui a parlé en vous là. Parce que c'est le vrai vous qui a parlé. C'est celui qui connaît réellement ce que vous voulez qui a parlé.
Et on peut prendre plein d'exemples comme ça. Vous pouvez prendre l'exemple même de la Terre. Vous allez vous rendre compte qu'on est dans un monde où on vous dit que la Terre est ronde. La Terre est ronde, elle tourne tout le temps. Mais quand tu parles à un Camerounais du Cameroun, il te dit que le Cameroun va mal, le Cameroun va mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va faire comment? On va faire comment? Et parfois ils disent que prions seulement Dieu en regardant le ciel. Mais si vous partez du postulat que la terre tourne, en regardant le ciel, vous ne regarderez jamais le paradis. Vous ne regardez jamais où Dieu est parce que la terre tourne. Ce genre de petits exemples-là amène à comprendre que nous sommes dans un monde où les jeunes Camerounais que nous sommes sont en train de vivre la pire forme d'esclavage qui soit. Je le dis en mâchant mes mots. Oui, vous les 35 personnes qui me suivez là maintenant, vous êtes en train de vivre avec moi aussi la pire forme d'esclavage qui soit. Donc, je redis encore, nous les jeunes Camerounais d'aujourd'hui, nous sommes plongés dans la pire forme d'esclavage possible. Parce que quand un individu arrive à contrôler ce que tu penses dans toi, quand un individu arrive à te faire penser comme il veut, à te faire dire à l'intérieur de toi ce qu'il veut, à te faire penser, croire à ce que lui veut, mon frère, ma soeur, tu n'es plus le maître de ta vie. Tu n'as plus le contrôle. C'est pour ça que vous voyez des Camerounais et des Camerounaises agir comme Chantal Biya agit. Parce qu'il est facile pour les ministères au Cameroun de dire partout que la diaspora camerounaise, ces bandes de sans-papiers là, est en train de détruire l'image du Cameroun à l'étranger. Ils sont en train de détruire, de saboter l'image du Cameroun. Et ce que Chantal Biya fait au Cameroun avec Paul Biya, c'est la pire forme d'esclavage qui soit. Parce que l'homme qui est derrière elle, la femme qui est derrière elle, qui la motive à poser cet acte-là, qui la manipule en quelque sorte, fait croire à Chantal Biya qu'elle aura un quelconque pouvoir au Cameroun. Or, vous et moi, nous savons qu'il n'est écrit nulle part au Cameroun, même dans la constitution du Cameroun, que la femme du président peut être acceptée comme présidente. Il n'est écrit nulle part que Franck Biya, parce qu'il est l'enfant du président du Cameroun, peut devenir président au Cameroun. Il n'est écrit nulle part que Ferdinand Gongo, secrétaire du président, qui n'a aucune différence avec le secrétaire de M. Atangana de Minifem, qui reste un secrétaire qui peut prendre le pouvoir au Cameroun. Au Cameroun, dans notre constitution, à l'article 4, il est écrit que seul l'exécutif, le président de la République et le président du Parlement et le Parlement peuvent assurer la fonction exécutive au Cameroun. Ça veut dire le Sénat ou bien l'Assemblée nationale et M. Paul Biya pour le cas présent. Alors, si les deux ne sont pas capables de le faire, on doit organiser des élections. Point barre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a tellement décamerounisé les Camerounais, tellement déformé le système nerveux des Camerounais qu'ils ne sont même plus capables de s'assumer en tant que Camerounais. Alors, vous voyez, depuis 2014, les exactions ont commencé au niveau du NOZO, ce qu'on appelle le NOZO aujourd'hui. Mais parmi tous les Camerounais qui parlent aujourd'hui, et notamment le ministre de la Justice, le garde des Sceaux adjoint, Jean de Dieu Momo, qui explique aux Camerounais que ceux-là qui sont en train de détruire le Cameroun seraient un quelconque groupuscule de Bamileke qui, depuis des années déjà, avait commencé ces exactions-là. Quand vous voyez un ministre de son âge, un ministre de son expérience politique, venir montrer son incohérence mentale, venir montrer sa bêtise, son incapacité à mettre une idée après une autre. Parce que je peux vous dire, je ne suis pas ministre, je n'ai même pas l'âge de son premier fils, mais je peux vous rassurer que je connais plus en histoire que ce ministre-là. Parce que s'il savait un peu l'histoire de son pays, il n'aurait même pas mis la musique qu'il a mis dans sa vidéo. Cette musique qui disait que Aïdjo c'est un Aoussa et que parce qu'il est Aoussa, il ne peut pas diriger le mouvement de l'Ouest. Est-ce qu'on peut être plus incohérent que ça? Parce que la musique là, s'il était au moins je ne vais pas dire normal, mais j'ai peur que le Cameroun soit devenu aujourd'hui un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que si ce monsieur avait au moins la capacité d'utiliser son cerveau, gauche et droite, je vous rappelle qu'il y a deux cerveaux, il y a la partie droite, la partie gauche du cerveau qui est là pour la rigueur, la stratégie, la réflexion argumentée. La partie droite du cerveau qui est la partie qui est apte à diriger la créativité, la créativité là, le dessin, tout ce qui est créatif là, artistique et tout. Alors le monsieur
dans sa vidéo, a montré qu'il n'est même pas capable d'utiliser l'une des parties de son cerveau, ni la droite ni la gauche. Pourquoi? Parce que la chanson qu'il a fait écouter aux Camerounais, là, c'est une chanson qui est née à l'Ouest dans un contexte très particulier. Cette chanson est née dans les années 1950. Pourquoi? Parce qu'il y avait des groupuscules qui avaient été financés par M. Amadou Ahidjo, parmi lesquels un mouvement qui portait le nom l'association des chefs de l'Ouest. Et c'est une association comme ce que le RDPC aujourd'hui, qui est censé être le rassemblement des Camerounais, qui en réalité ne représente aucun Camerounais. Alors ces mouvements comme ça étaient nés, et ces mouvements étaient en train de vouloir détruire, de vouloir créer une implosion au sein de l'UPC. Et parce que les Bamileke de l'époque ne voulaient pas, ils étaient prêts à tout sauf à laisser le parti au pouvoir avec ce qu'on appelait à l'époque la GECAFRA, la jeunesse camerounaise française, avec des messieurs comme Bida, détruire le mouvement qui est en train de représenter la vraie idéologie, la vraie valeur nationaliste que l'UPC est en train de promouvoir à l'époque. C'est pour ça que des chansons comme celle-là sont nées, parce qu'on voulait rappeler à tout le peuple bamileke qui écouterait la chanson de savoir que M. Ahidjo est en train de soutenir, il est en train d'être la main armée, le bras armé de la France dans le mouvement de l'UPC au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi ce même monsieur ne vous dit pas le rôle que Paul Biya a joué dans l'UPC? Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne dit pas carrément le contexte dans lequel les populations de Bamileke ont créé une scission, une division interne au sein de la communauté Bamileke? Il ne vous raconte pas tout ça. Pourquoi? Il y a une raison. C'est parce qu'au sein des Bamileke, il y a eu ce que je vous avais expliqué plus tôt, une trahison. Il y a eu une trahison au sein du groupe Bamileke, au sein de l'UPC. Il ne vous dit pas que la plus grande partie des Camerounais qui ont voté John Fundi en 92, avant qu'il y ait encore le avant le hold-up de 92, c'était les Bamileke. Il ne vous dit pas que les plus grandes personnes qui investissent pour le financement et la stabilisation du PIB du Cameroun depuis 1987 au Cameroun sont les Bamileke. Il ne vous dit pas que dans l'écriture des textes fondamentaux du Cameroun, comme la Constitution, les plus grands acteurs ont été les Bamileke. Il ne vous dit pas que dans la rédaction des textes juridiques du Cameroun, les acteurs, les juges, les personnes tierces, les troisièmes, les observateurs, comme on dit le plus souvent, sont les bailleurs de fonds du Cameroun. On sait tous qui sont les bailleurs de fonds du Cameroun. Voilà ce que ce monsieur ne vous dit pas. Mais ce qu'il ne vous dit pas encore, c'est quoi? C'est qu'il a vendu. Il a vendu sa camerounité, il a vendu son humanité, il a vendu même sa cohérence. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand il était sur une télévision de la place, il a rappelé à tous les Camerounais de l'époque qui l'écoutaient qu'il est un entrepreneur politique. Il a rappelé à tout le monde qu'il est un acteur politique. Et désolé, j'ai regardé parce qu'il y a quelqu'un qui parlait pas à voix haute. Parce qu'il est un acteur politique et parce qu'il est un investisseur politique, ça veut dire qu'il est capable de se vendre comme une prostituée au plus offrant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a un parti politique, comme la plupart des membres du gouvernement d'ailleurs. Leur parti politique fonctionne seulement à partir de 3 mois avant les élections, c'est-à-dire la période de la campagne électorale, quand elle est officiellement ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de concourir à devenir candidats à la présidentielle. Et c'est quoi le but? De faire croire qu'il y a une certaine démocratie au Cameroun, en disant qu'il y a beaucoup de partis, il y a le multipartisme, mais il n'y a jamais eu multipartisme au Cameroun. Mais tout ce processus-là, je vous l'explique, je vous le raconte tout ça. Pourquoi? Pour que vous compreniez que c'est un processus qui a suivi des années et des années et des années et des années d'application, pas dans le Cameroun, pas dans la société, pas dans les universités, pas dans les écoles seulement, mais dans l'esprit des Camerounais. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de celui qui parle en lui. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je pouvais le dire sans bouger la bouche, sans bouger les lèvres. Je vais me comprendre, je vais m'entendre dire ce que je dis, c'est la pensée. Mais personne de vous ne va comprendre ce que je dis. Alors, je vous le dis avec la bouche pour que ça devienne vrai. Et pour que ça devienne vrai, il faut que j'articule. Et c'est la même chose que les médias camerounais font. Mais parlons donc des médias camerounais. C'est quoi le média camerounais par excellence? C'est la CATV. La CATV n'a pas de journalistes professionnels. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas encore une école professionnelle de formation de journalistes. Pourquoi je le dis? Parce que l'ESTIC qui est une école, qui est censée être une école qui forme des journalistes, n'a pas un livre, je dis un seul livre. Si quelqu'un d'entre vous a le nom d'un livre, pardon, qu'il me donne la référence directement ici. Quand vous partez à l'école, on vous donne des ouvrages qui vous permettent d'avoir un programme, de suivre le programme qui a été donné.
Quand vous arrivez au lycée, vous avez des livres de mathématiques, des livres de sciences, des livres d'éducation à la citoyenneté, des livres d'initiation à la mathématique. Vous avez tous ces ouvrages-là, en quelque sorte, ce qu'on appelle des annales. Maintenant, parlons donc de la catégorie journalistique, la catégorie qui forme les futurs détenteurs du quatrième pouvoir. Ça veut dire après l'exécutif, le judiciaire et le législatif, vous avez le quatrième pouvoir. Mais on a un quatrième pouvoir qui ne sait même pas ce que c'est que le quatrième pouvoir. Alors vous voyez donc que dans cette formation-là, les gars ne sont même pas capables d'avoir un bord. Donnez-moi le nom d'un bord qui a été écrit par un journaliste camerounais. À partir de là, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Alors ça veut dire quoi? L'histoire qui a été racontée aux Camerounais pendant des années est une histoire qui a été écrite, soutenue, orchestrée par des personnes qui ne sont même pas camerounaises. Parce que ce qu'on vous apprend en journalisme, c'est quoi? C'est le journalisme en fonction de la vue, de la perspective française. On va vous parler de la Révolution française. On va vous parler de l'analyse de l'information d'après Jean-Paul Sartre, d'après telle personne, d'après tel nombre de personnes. Voilà ce qu'on appelle le journalisme camerounais. Mais en d'autres termes, sur le plan politique, on va dire quoi? C'est une colonisation éducationnelle, c'est une colonisation académique. Parce que le système académique camerounais n'est pas capable de penser dans l'intérêt du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez donc que le Camerounais, tel que je viens de vous expliquer là, lorsqu'il obtient son baccalauréat, il est moins camerounais que le Camerounais qui, je ne sais pas, au fur et à mesure que vous fréquentez, au fur et à mesure que vous êtes lettré au Cameroun, au fur et à mesure que vous êtes alphabétisé, moins vous devenez camerounais. C'est pour ça que le Camerounais lambda qui obtient son baccalauréat ne vit plus dans un contexte camerounais. Parce que le baccalauréat qu'il a est un baccalauréat qui est basé, s'il est littéraire, il va connaître la littérature. En fonction de quelle littérature? Regardez le parcours scolaire d'un Camerounais qui vient d'obtenir son baccalauréat. Il a fait 3e. À l'école primaire, déjà on parlait de qui? À l'école primaire, on parlait des théories françaises. Maintenant, il sort de là. Il arrive au lycée en 6e. En 6e, on leur parle de quoi? On va leur parler de la reproduction, de blablabla. En littérature, on parle de quoi? L'analyse de texte et tout. Ils ne connaissent pas encore ce que c'est qu'un ouvrage littéraire. Jusqu'en 3e, où on commence à apprendre ce que c'est que l'ouvrage. On va vous parler peut-être du récit, de la poésie, de la littérature, de l'essai. Voilà où les ouvrages commencent à entrer en jeu. On va vous apprendre quoi? On vous apprend quoi sur l'Afrique en réalité? Les seuls ouvrages que vous pouvez lire qui jouent un rôle dans l'éducation camerounaise, c'est quoi?